Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission Constier Carl Week News qui est pratiquement une d'avant-dernière avant la fin de l'année. Mais tout déjà, nous commençons par vous souhaiter à tous joyeux Noël. Et merci d'avoir choisi ce petit écran pour regarder ce programme hebdomadaire qui vous donne de l'information continentale, l'information politique en primeur. Je suis Constier Carl. Dans ce programme qui est aussi la dernière tournée à CNN Cameroun, nous allons parler de la Côte d'Ivoire avec tout ce qui bouge de ce côté. On parlera du Conseil des ministres, on parlera de la grande cérémonie à Jacquesville avec son Excellence le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. On ira faire un tour du côté du Burkina Faso, on ira au Nigeria, on restera au Gabon, on ira au Cameroun, le pays qui nous abrite depuis pratiquement 2 semaines, avec cette dernière et belle émission tenue par CNN Cameroun. On ira faire un tour au Togo, on reviendra en Afrique pour voir un tout petit peu quels sont les mouvements en Afrique. Et les mouvements en Afrique sont surtout considérés par le classement des meilleurs ministres. On en parlera dans un instant. On ira du côté de l'Angola et enfin on vous parlera aussi de la Centrafrique et de voir comment est-ce que des Africains, ceux de Côte d'Ivoire, jugent leur président. Restez les nôtres. À l'attente de cette émission, nous allons commencer par le voyage qu'a effectué le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a effectué un voyage le week-end dernier. Il s'est rendu du côté d'Abuja, au Nigeria. Les caméras de CNN étaient à l'aéroport pour entériner en images ce voyage du chef de l'État. Reportage Ousmane Koulibaly, Eddy Lévite-Vonon et Marcel Bassolé sur la voix de Charlotte Abdoulaye. Abidjan, Côte d'Ivoire, aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le samedi 14 décembre 2024, il est 12h17 lorsque le Premier ministre Robert Begré-Mambé, chef de gouvernement ivoirien, arrive pour les civilités gouvernementales. Il est 13h lorsqu'il accueille sur l'esplanade du pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, son Excellence Alassane Ouattara, en présence du ministre directeur du cabinet présidentiel, M. Fidel Sarasoro, du ministre de la Justice, M. Sanson Kambiré, du ministre de l'Intérieur, M. Vagondo Diomandé, et du ministre des Finances, M. Adama Koulibaly. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, saluant ses ministres conformément au protocole d'État, c'est alors que son avion a décollé et quitté Abidjan le samedi 14 décembre 2024 pour Abuja au Nigeria, où il a pris part au 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en sigle CEDEAO. Ce sommet, d'une importance capitale dans un contexte où la région est confrontée à de nombreux défis. Les dirigeants ouest-africains ont examiné des sujets sensibles, tels que la situation politique en Guinée-Conakry. La transition en cours dans ce pays, suite à un coup d'État, a été au cœur des discussions. Les chefs d'État ont évalué les progrès réalisés et défini une feuille de route pour un retour à l'ordre constitutionnel. Selon un communiqué de la présidence de la République ivoirienne, les débats ont été également portés sur la sécurité régionale. Les dirigeants ont cherché à renforcer la coopération sécuritaire entre les États membres. Le lancement de l'ECO, l'ambition projet de monnaie unique ouest-africaine, fut un autre sujet majeur du sommet. Les chefs d'État ont fait le point sur l'état d'avancement de ce projet et sur les prochaines étapes à franchir et ont acté la sortie des 3 pays désormais membres de l'Alliance des États du Sahel, en sigle l'AES Sahel. Après ce voyage effectué par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au Nigeria, parlons-en du sommet. Ce sommet qui a regroupé tous les chefs d'État et gouvernement de la CEDEAO, à savoir
la CEDEAO qui touche l'Afrique de l'Ouest. Le président Alassane Ouattara a pris part à ce sommet qui a réuni au Nigeria, à Abuja principalement, tous les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, en sigle CEDEAO. Et à cette occasion, les chefs d'État ont approuvé dimanche 15 décembre dernier la sortie de 3 de leurs membres, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso qui se sont retirés. Ceci a été acté. Reportage depuis Abuja au Nigeria, Séverin Tchatchoua, Gérard Richard Gozo, assisté de Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part le dimanche 15 décembre 2024 à Abuja, au Nigeria, aux travaux du 66e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les thématiques à traiter sont aussi diverses qu'importantes, notamment la situation politique, sécuritaire et économique dans la région. Il est essentiel de continuer la marche lancée depuis 1975 par les pères fondateurs dans le but d'assurer une intégration réussie des États membres. D'après le rapport établi par le président de la commission de la CEDEAO, il est prévu que la zone conserve son attractivité économique en 2024. Alors que la croissance économique mondiale a ralenti à 3,2% cette année, les pays de la CEDEAO devraient atteindre un taux de croissance légèrement amélioré de 3,8% contre 3,6% en 2023. Toutefois, l'inflation reste une préoccupation importante. Au cours du huis clos qui suit l'ouverture des travaux, la conférence choisit d'aborder les sujets importants tels que la décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter l'Union. Malgré les tentatives de médiation, la CEDEAO n'a pas d'autres options. La conférence reconnaît que, conformément aux dispositions de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, ces 3 pays cesseront officiellement d'être membres de la CEDEAO à compter du 29 janvier 2025. La conférence décide d'établir la période allant du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025 comme une période de transition au cours de laquelle les portes de la CEDEAO resteront ouvertes à ces 3 pays. Dans son intervention à la cérémonie d'ouverture, le président en exercice de la CEDEAO, par ailleurs président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Ahmed Bola Tinubu, a rappelé les objectifs de l'organisation, à savoir la promotion de l'intégration économique, de la paix et de la sécurité dans notre espace communautaire, par la coopération et la solidarité. Un élément important à prendre en compte de ces assises est que le Nigeria a reversé toutes les ressources collectées au titre du prélèvement communautaire de l'exercice 2023 dans les caisses de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, par la voix de son président, son Excellence Alassane Ouattara, a exprimé sa volonté de faire de même en soulignant que le mécanisme de prélèvement communautaire a pour objectif de financer les activités de la CEDEAO. C'est vrai que ça fait pas plaisir à nombre d'Africains de voir des frères qui se détachent d'une communauté, à savoir le Niger, le Burkina et le Mali. N'empêche, certains sont restés un tout petit peu à port et accordent leur amitié au Burkina Faso. Rien de plus normal quand on parle du Burkina Faso de parler de la fête de l'indépendance. À cette occasion, célébrée à grande pompe au Burkina Faso, l'accent a été mis à l'honneur des soldats tombés face à des terroristes. Reportage Ousmane Koulibaly, Eddy Lévite-Vonan, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Le Burkina Faso demeurera debout, tel ce soldat à l'image sur cette place de la nation où se déroule la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Ce message de résilience a clairement été donné lors de cette cérémonie solennelle par le gouverneur de la région du Centre le 11 décembre 2024. Pour sa plénitude totale, notre pays a résolument fait le choix de vivre dans la fierté et la dignité en mettant en avant nos valeurs endogènes qui encadrent notre identité et qui mettent en évidence nos ressources internes. La quête de la souveraineté territoriale, politique, économique et culturelle est un choix assumé qui, vous le savez, tranche avec le simulacre d'indépendance qui était en cours.
Afin de concrétiser ce pari, il encourage les Burkinabés à se rassembler autour des valeurs de patriotisme. Nous n'avons de choix que de nous unir comme un seul homme autour d'un idéal commun, celui de transcender nos différences partisanes et regarder dans la même direction vers l'avenir en nous appuyant sur un processus d'échange permanent, constructif et fructueux. À cette occasion, 127 personnes travaillant dans différents domaines d'activité reçoivent des distinctions honorifiques pour leur contribution à la bonne marche de la nation, qu'ils soient issus du secteur privé ou public. Toutes ces médailles sont accueillies avec joie. Je rends grâce à Dieu pour cette décoration qu'il m'a accordée et a permis à l'État burkinabé de pouvoir me décerner cette décoration-là. Alors je suis très heureux de cette distinction. Ça prouve que l'État, les collectivités locales ont un œil sur nous, de ce que nous faisons dans l'accompagnement dans l'ensemble au niveau régional et au niveau national. Je pense que le médaille que je porte aujourd'hui, c'est une invite à faire mieux, à donner l'exemple, à être un modèle, à être un leader, pour que mes collègues qui n'ont pas eu la chance d'en avoir puissent en avoir les années à venir. Un hommage a été également rendu aux soldats tombés sur le terrain des opérations dans la lutte contre le terrorisme lors de cette cérémonie. Nous quittons le Burkina Faso pour le Gabon. Et au Gabon, le CTRI continue à respecter son programme. Et lequel? Ils nous en font un communiqué. Reportage depuis Libreville, Teddy Ossé, assisté de Jean-Raï Charguezo, Séverin Tchatchoua et Marcel Basselet. Les membres de la Commission nationale pour l'élaboration de l'avant-projet du code électoral ont été désignés par le décret numéro 068 du président de la transition, président de la République du Gabon, général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Communiqué numéro 068 par décret du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema sont nommés en date de ce jour au sein de la Commission nationale pour l'élaboration de l'avant-projet de code électoral. Bureau de la Commission. Coordonnateur, Madame Muriel Minkwe, épouse Minta. Coordonnateur adjoint. Coordonnateur adjoint 1, Monsieur Herman Imongo. Coordonnateur adjoint 2, Général de corps d'armée, Dieudonné Pongui. Rapporteur, Docteur Alexis Nan-Ondo. Rapporteur adjoint. Rapporteur adjoint 1, Monsieur Abdou Razak Guy Kambogo. Rapporteur adjoint 2, Monsieur Gira Onzaga. Membre de la commission, Général de corps d'armée, Brigitte Onkanoa. Monsieur Paul-Marie Gondjou. Monsieur Zachary Miboto. Monsieur Dijob Divung Dinding. Monseigneur Ephraim Njoni. Révérend Beningwa Mbina. Professeur Telesphore Ondo. Docteur David Ikoru Mensa. Madame Elsa Rituel Boukandou. Monsieur Raphaël Titsaba Mvou. Madame Hortense Komba Bango, épouse Ngosanga. Monsieur Hugues Bourobou. Monsieur Thierry Ondo Assoumou. Docteur Andy Grégory Leinda Bikota. Docteur Aimé Roger Moulungi Maganga. Monsieur Jean-Richard Mbele. Monsieur Abel Mimongo. Monsieur Marc Ulrich Malekou. Madame Cathy Yola Mapenda. Monsieur Guy Gervais Mbongo Otando. Madame Nicole Assele. Monsieur Pascal Boileau
Obiang Ondo, Madame Nadine Sandra Nzé. Cette commission aura la tâche de réviser les textes régissant les élections, intégrant les recommandations du dialogue national inclusif. Nous quittons le Gabon pour le Cameroun, juste à côté. Au Cameroun, le pays présidé par le patriarche Paul Biya du haut de ses 91 ans, qui les porte déjà d'ailleurs très bien, un pays qu'il gouverne depuis de nombreuses années, et dans ce pays, un accent est surtout mis sur la paix. La paix qui est pour le président Paul Biya quelque chose de majeur. Sans la paix, aucune évolution. Sans la paix, rien ne peut se faire dans un pays. Et au Cameroun, comme vous le voyez à l'instant, le service protocolaire et surtout le directeur du cabinet civil que vous voyez à l'instant étaient là, au four et au moulin, pour accueillir les chefs d'État d'Afrique centrale qui prenaient part à ce grand sommet réunis tous à Yaoundé. Monsieur Samuel Vondoyolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, veillait au grain et voulait que tout se fasse dans les normes. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États membres de l'Afrique centrale, en sigle CEMAC, a eu pour résumé un communiqué final de M. Balthazar Ngonga Edjo, président de la commission de la CEMAC, ainsi que du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. C'est vrai qu'il y a eu des spéculations sur la dévaluation du CFA, mais on va tout de suite regarder ce reportage que nous offrent Stéphane Négou, Gérard Chagozo, Éric Bikek et Séverin Tchatchoua. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC se sont réunis le 16 décembre 2024 à Yaoundé sous la direction du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, et de son homologue centrafricain, son Excellence Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la CEMAC. Ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale s'est tenu au Palais de l'Unité avec pour thème la CEMAC, les défis de l'heure. Cette session a été consacrée à la situation économique précaire de la sous-région dans un environnement marqué par la diminution des réserves monétaires. À l'issue de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, un communiqué final a été dressé et lu par M. Balthazar Ngonga Edjo, président de la commission de la CEMAC. Les chefs d'État ont réaffirmé leur attachement à la solidarité communautaire face au choc à travers la poursuite d'une stratégie régionale cohérente et coordonnée pour préserver la viabilité des finances publiques, la stabilité du secteur financier et pour renforcer la position extérieure de la CEMAC et saluer les progrès enregistrés au cours de ces dernières années dans la mise en œuvre des réformes économiques et financières. Par ailleurs, la conférence a exhorté les États membres à poursuivre une consolidation budgétaire ordonnée dans le cadre des discussions bilatérales avec les partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à produire et diffuser régulièrement les données budgétaires, économiques et financières fiables et complètes pour les besoins de la surveillance multilatérale de la politique monétaire et des politiques sectorielles. Réaffirmer l'application intégrale de la réglementation d'échange, notamment à travers le rapatriement diligent des devises par les opérateurs économiques et plus particulièrement la signature avant le 30 avril 2025 des conventions de compte séquestre pour les fonds de restauration des sites, fonds REST, par les entreprises extractives, pétrolières et minières. En effet, le franc CFA, monnaie commune de la sous-région, menacé de dévaluation. Dans un climat économique délétère causé par la chute du cours du pétrole et de la montée de l'insécurité dans le golfe de Guinée et du bassin du lac Tchad. Selon les estimations du FMI, la croissance de la CEMAC devrait se situer à 3,7% en 2024 et à 3% en 2025, en lien avec la hausse des activités pétrolières en 2024. Pour le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, des mesures de redressement doivent être mises en œuvre dans l'urgence dans les différents pays membres de la CEMAC. La rencontre de ce jour nous a permis d'apprécier l'ampleur des défis que nous devons relever ensemble. Si nous voulons éviter une crise économique et financière
dont les effets seraient préjudiciables à nos États. Je voudrais à cet égard remercier le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la France, notre partenaire historique, qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour nous apporter le soutien nécessaire lors des périodes difficiles. Il nous reste désormais à mettre résolument en œuvre les recommandations de ce sommet. Comme nous avons déjà pu le relever par le passé, nous devons diversifier davantage nos économies, accélérer le rythme des réformes structurelles en matière de gouvernance, de discipline budgétaire, d'amélioration du climat des affaires et d'approfondissement de l'intégration régionale. Messieurs les présidents et chers frères, dans ce contexte particulièrement difficile, notre communauté constitue un atout que nous devons préserver et renforcer. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons surmonter les difficultés actuelles et bâtir. C'est donc avec optimisme que j'entrevois notre avenir commun. Promesse tenue pour ce grand sommet des chefs d'État de l'Afrique centrale, une réussite. On peut simplement tirer notre chapeau au directeur du cabinet civil qui a assuré, qui a veillé au grain pour que ce sommet soit une grande réussite. Nous allons tout de suite au Togo, juste après la réclame. Au Togo, nous allons parler du pays du président fort et Songba Yassimbe, président de la République togolaise. Et dans ce pays, des choses se font comme elles se doivent. Au Togo, la présentation des résultats du dernier recensement général de la population et des données sur la pauvreté au Togo. C'est un axe majeur voulu par le président de la République. Séverin Tchatchoua, Gérard-Richard Gozo et la célèbre voix de Charlotte Abdoulaye nous en font écho sous les regard pointilleux de Gérard-Richard Gozo. Le docteur Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, a présidé le 13 décembre 2024, au nom du chef de l'État, l'atelier de présentation des résultats détaillés du 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 5, et de la 2e édition de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, EHCVM2. C'était en présence des représentants des ministères sectoriels, des partenaires techniques et financiers, notamment de la Banque mondiale et du Fonds des Nations Unies pour la population, ainsi que des acteurs du secteur privé, de la société civile et des médias. Ces dernières années, le gouvernement togolais s'est engagé, sous le leadership de son président de la République, son Excellence Faure Essouzimla Gnassingbé, à renforcer l'inclusion sociale et économique et améliorer le bien-être des populations afin de ne laisser personne pour compte. En vue de disposer d'outils de suivi efficace des politiques sociales et d'orienter la planification du développement, des réformes importantes ont été initiées afin de renforcer le système statistique national. Dans cette dynamique, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, l'INSEED, a mené des opérations statistiques d'envergure. Nous sommes particulièrement honorés de votre présence à cette cérémonie de présentation des résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat et des chiffres et indicateurs issus des enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages dans notre pays. Madame le ministre, je voudrais, au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, vous remercier très sincèrement pour nous avoir associés à ce moment très important de la présentation des résultats définitifs détaillés du 5e recensement général de la population et de l'habitat. C'est l'occasion pour nous de vous prier de bien vouloir transmettre à son Excellence le Président de la République notre très haute considération pour son engagement personnel dans la réalisation de cette opération. Toute notre gratitude du groupe de la Banque mondiale au Président de la République
pour son leadership, son implication personnelle. Et nous félicitons les autorités togolaises pour leurs efforts constants dans la compréhension des tendances du bien-être de la population. Les résultats issus de ces deux opérations mettent en évidence des progrès réalisés par le pays dans les domaines démographiques et socio-économiques. Distingués invités, les résultats issus du RGPA 5 et de l'EACVM 1 et 2 mettent en évidence des dynamiques intéressantes sur le plan démographique et socio-économique de notre pays. Il ressort de ces résultats du RGPA 5 que la population résidente du Togo s'établit à 8 095 498 habitants en 2022, dont 51,3% sont des femmes et 48,7% sont des hommes. L'une des principales caractéristiques de notre population togolaise, c'est sa jeunesse. En effet, l'âge moyen s'établit à 23,4 ans. En matière d'accès aux services sociaux de base, la grande majorité des ménages au Togo, soit 83%, ont accès à une source d'eau améliorée selon ces résultats. Cette proportion a atteint presque 98% dans le district autonome du Grand Lomé. Quant à l'accès à l'électricité, il s'établit à 70,3% des ménages avec une proportion à peu près de 9 ménages sur 10 en milieu urbain contre 5 ménages sur 10 en milieu rural, soulignant ainsi des défis d'extension de l'accès à l'électricité dans nos zones rurales. En ce qui concerne l'éducation, la parité est atteinte au niveau du primaire. En outre, le taux boost de scolarisation des garçons est sensiblement similaire à celui des filles, avec respectivement 115% contre 114% en 2022, selon les mêmes résultats. Par ailleurs, 7 personnes sur 10 âgées de 15 et plus savent lire et écrire au Togo, témoignant des progrès réalisés dans le secteur de l'alphabétisation. Sur le plan de la santé, la mortalité infantile a enregistré une réduction remarquable de près de 50%, passant de 124 décès pour 1000 naissances vivantes en 2010 à 58 décès pour 1000 naissances vivantes en 2022. Ça, je peux confirmer que ce sont des impacts réels, par exemple des réformes relatives à la gratuité de la prise en charge de la césarienne, annoncée par le chef de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, les résultats phares brièvement présentés relèvent une transition démographique importante et une amélioration significative du bien-être et de l'accès des populations aux services sociaux de base. Je voudrais donc, à cette étape de mon propos, rendre un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence M. Faure Issozimna Gnassingbé, pour son leadership et son engagement indéfectible en faveur de l'inclusion sociale et économique et du bien-être des populations togolaises, ce qui mérite notre plus grande reconnaissance et admiration. Les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur disponibilité à soutenir le Togo dans la mise en œuvre des résultats issus du 5e recensement général de la population et de l'habitat et de la 2e édition de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages pour l'efficacité des politiques de développement durable. Quand on voit tout ce qui bouge en Afrique, on se dit simplement les Africains doivent être fiers de leur continent, fiers de ce qui se passe et surtout fiers de ceux qui parmi nous ont fait des études pour mener à bien le bateau Afrique. Et quand on parle d'études, une grande référence, l'UIL, pour ceux qui ne le savent pas, l'Université internationale de Libreville. C'est une université aujourd'hui qui forme des cadres aptes tout de suite à répondre au marché du travail avec efficacité. Pas de chômeurs, la formation est un axe majeur dans cette université. Et aussi ce qui est très important pour les familles, c'est de savoir que les enfants ne sont plus à des heures et des heures séparés de leurs parents. Libreville, c'est en Afrique, c'est à côté, c'est en Afrique centrale pour ceux de l'Afrique de l'Ouest. Et pour ceux qui sont en Afrique centrale, c'est juste à 30 minutes pour certains, à 15 minutes pour d'autres. Elle est notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville.
L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et de sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Rien de plus normal. À l'époque, il fallait faire des grandes universités dans le Nord, en Hexagone, de partout, aux États-Unis, en Europe. Aujourd'hui, à l'Université de Libreville, on forme des vrais cadres africains aptes à répondre à ce dont nous avons besoin en Afrique. Et c'est l'occasion de vous parler des 10 ministres africains qui sont aujourd'hui une référence dans le monde de la finance. Et parmi ces 10 ministres, nous avons dans l'équipe de rédaction de CNN, on a décidé, nous, de nous focaliser sur 5. 5 des meilleurs ministres des Finances d'Afrique, respectivement, dans leur pays. Et vous verrez que les choix sont loin de vous surprendre, les plus avertis. Et ce choix est proféré par des personnes aguerries à la finance internationale et qui regardent à la loupe nos pays d'Afrique pour nous donner ces résultats. Reportage, toute l'équipe de rédaction de CNN ainsi que le milieu international de la finance. L'année 2024 s'achève à grands pas et voici pour les avisés et selon un classement de référence du milieu de l'économie mondiale axé sur les économies africaines et concernant les 54 pays que compose l'Afrique et ce parmi les 100 personnalités qui transforment l'Afrique, le top 5 des meilleurs ministres africains des finances. Selon les critères rigoureux bien établis, à savoir la notation sur l'endettement, 5 points, l'inflation, 5 points, la croissance, 5 points et le leadership, 5 points, soit un total de 25 points. Il ressort comme Premier ministre africain des Finances, M. Ronald Dawayi du Bénin avec 25 points sur 25. Le deuxième ministre africain des Finances, Mme Nadia Alaoui du Maroc avec 20 points sur 25. La troisième place du classement des meilleurs ministres africains des Finances revient à M. Adama Coulibaly, ministre des Finances de la République de Côte d'Ivoire avec 20 points sur 25. Et à la quatrième place, Mme Vera Daves de Souza, ministre des Finances de l'Angola avec 17 points sur 25. Et à la cinquième place de ce classement des meilleurs ministres africain des Finances, M. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances du Cameroun avec 15 points sur 25. Voilà les 5 premiers et en tête de peloton des ministres des Finances africains qui font rayonner le continent africain et reconnus par le milieu de la finance internationale et des organismes et agences qui évaluent la perception de la gestion financière des pays. Après ce reportage désormais que vous connaissez, un reportage qui nous donne les 5 premiers des ministres des Finances africains, et parmi lesquels on salue M. Adama Coulibaly de la Côte d'Ivoire, qui arrive en 3e position, et M. Louis-Paul Motazé, quelqu'un qui est aguerri depuis une trentaine d'années dans la finance et dans l'économie, quelqu'un à respecter. Et vous verrez souvent qu'il s'exprime, M. Louis-Paul Motazé, sans lire. Ça veut dire qu'il connaît, c'est en sachant. Et on leur dit à tous les 5 chapeaux, et merci comme ça d'être aussi brillants et de continuer, bien que mal, à mener notre Afrique. M. Adama Coulibaly de la Côte d'Ivoire, ministre des Finances, et M. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances du Cameroun. Nous vous souhaitons joyeux Noël, et pour déjà par avance, nous vous souhaitons une excellente année 2025. Et continue comme ça, à mener d'un côté la Côte d'Ivoire et de l'autre le Cameroun, qui sont considérés d'ailleurs comme 2 pays frères. Je vous retrouve juste après la réclame. Retour en Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara.
Joyeuses fêtes de Noël, Monsieur le Président, et par anticipation, joyeuses fêtes de fin d'année. Nous parlerons de la Côte d'Ivoire, mais surtout par le biais des forces armées, à savoir le ministère dirigé par Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Monsieur Téné Birahima Ouattara. En Côte d'Ivoire s'est tenu le 3e conseil d'administration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, présidé par le ministre d'État, comme je l'ai dit tantôt, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Monsieur Téné Birahima Ouattara. Reportage Ousmane Koulibaly, Eddy Lévite-Vonan et Marcel Bassolé sur la voix de Charlotte Aboulaye. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a présidé le 3e conseil d'administration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville et a vu la participation de tous les partenaires financiers et académiques. Le bilan des réalisations pour l'année 2024 a été examiné attentivement, puis les perspectives sont mises sur la table des échanges. Selon le ministre d'État, l'on retient un bilan positif de ces 3 premières années. En 3 ans, l'Académie a fait un grand pas en matière de formation de lutte contre le terrorisme surtout. Parce que c'est là donc la vocation de l'Académie, de prévenir, de légiférer en matière donc de terrorisme. Et tout ceci se fait dans un bon esprit. L'Académie a 4 défis importants à relever. Le projet de labellisation pour donc bénéficier de l'excellence de l'Union africaine. C'est aussi donc les conditions de vie et de travail du personnel sur le site. Il y a des formules de formation que nous voulons enrichir, intéresser un maximum de pays africains à adhérer à l'Académie. De 2019 à ce jour, 1595 stagiaires ont été formés à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville afin d'améliorer leurs performances dans la lutte contre le terrorisme. La journée a été également marquée par l'ouverture d'un village de type sahélien, dont les Émirats arabes unis. Ce village servira de terrain d'entraînement pour permettre aux soldats de se familiariser avec l'environnement qui pourrait être en réalité le théâtre des combats. Quand on parle des forces armées, c'est toujours une très grande famille. Nous quittons la Côte d'Ivoire avec le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, pour parler d'un autre ministre de la Défense. Et celui-là, c'est du côté du Cameroun. Et au Cameroun, il est ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de la Défense. Lui, c'est M. Betty Assomo, dans le pays du président Paul Biya, un des patriarches aujourd'hui africains, à qui nous devons tout un respect pour avoir dirigé le Cameroun, surtout dans la paix. La paix, comme disait Félix Houphouët-Boigny, n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Je vous retrouve pour la suite du Cameroun, juste après la réclame. Au Cameroun, le ministre délégué à la présidence de la République et chargé de la Défense ne parle pas beaucoup. Il agit. On se dirait vraiment, quand on parle du Cameroun, jumeau de la Côte d'Ivoire, on a l'impression de dire que le ministre de la Défense au Cameroun est le jumeau du ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. C'est des personnes qui ne parlent pas beaucoup, mais qui veillent à la sécurité de leur peuple. Celui dont nous parlerons dans un instant est ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun en charge de la Défense, Monsieur Joseph Betty Assomo. Et quand on parle du ministère de la Défense, on peut simplement féliciter les 2 ans de négociations, de protocoles d'accord qui, enfin signés sans tambour battant pour ce patrimoine retrocédé à l'armée nationale du Cameroun. Voilà une négociation bien menée qui aboutit par la maestria diplomatique et politique de M. Betty Assomo, ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense. M. Betty Assomo, ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense, ce qu'on dirait tout court, ministre de la Défense du Cameroun, fait ainsi des heureux déjà dans les forces armées du Cameroun et ensuite tous les Camerounais de se voir retrocéder, ce que je vous demande de suivre dans un instant grâce à la caméra de Stéphane Égou, avec le son pointu de Séverin Tchatchoua, Jean-Richard Gozo à côté et Marcel Bassolé, sans oublier la post-production d'Éric Biquec. Après une période de négociations âpres et de diligence approfondie de près de 2 ans, Elecnor et CCN, deux sociétés impliquées dans la construction du barrage hydroélectrique de Nachigal, s'engagent à céder au ministère de la Défense, représenté par son ministre, M. Joseph Betty Assomo, les bâtiments, tous les équipements et autres infrastructures qui leur ont servi de base.
Le transfert de cette propriété sera effectué une fois que le barrage sera mis en service commercial. Dont la construction a démarré en 2019, tire progressivement vers la fin avec un taux d'avancement de 98% à ce jour. Il est à noter que le terrain d'une superficie de 94 hectares sera inscrit dans le patrimoine de l'armée du Cameroun. 34 hectares sont aménagés, comprenant des logements, des commerces, des infrastructures sanitaires, des espaces de jeux, des salles de sport et une multitude de services. Les responsables et personnels qui y seront déployés, de préserver une excellente collaboration, non seulement avec les responsables et tout le personnel de la NHPC, mais également avec les populations riveraines de cette localité pour contribuer à renforcer le lien armée-nation si cher au chef des forces armées. L'ère des entreprises du projet de construction du barrage hydroélectrique de Nachigal, situé en amont du fleuve Sanaga, offre aux forces de défense de la République du Cameroun une position stratégique pour renforcer le réseau de sécurité et surveiller l'infrastructure qui développe 420 MW de puissance, qui représente le tiers des besoins énergétiques de la République du Cameroun. Pourquoi vouloir toujours présenter notre Afrique dans de la misère? Et ils sont nombreux comme ça, du côté des États-Unis, du côté de l'Europe entière, à ne pas connaître nos pays africains. Et l'équipe de rédaction du magazine Constier Carl-Week News a décidé depuis plusieurs émissions, c'est devenu récurrent, de vous présenter chaque pays africain. Et pour cette fois, nous avons focalisé l'Angola. L'Angola est le pays que nous allons vous parler dans un instant. Vous saurez tout sur ses atouts ainsi que les perspectives économiques. Avec la complicité de Gérard Richard Gozo, Constant Ika et Marcel Bassolé. L'Angola. La République d'Angola est un État du sud-ouest de l'Afrique à la géographie très variée. Limitrophe de la République démocratique du Congo au nord et au nord-est, de la République du Congo au nord-ouest, par l'enclave du Cabinda, de la Zambie à l'est-sud-est et de la Namibie au sud. Le territoire est colonisé par le Portugal en 1575 et gouverné alternativement au cours de 4 siècles comme colonie, province ultramarine et État de l'Empire colonial portugais. Bien que le multipartisme ait été instauré en 1992 et que la guerre civile se soit terminée en 2002, le MPLA reste toujours le parti dominant malgré le changement de son idéologie du communisme au socialisme démocratique. Le pays est un quadrilatère situé entre l'Afrique centrale francophone et l'Afrique australe anglophone. L'Angola est le deuxième pays lusophone par son étendue après le Brésil et le troisième par sa population après le Brésil et le Mozambique. En tant qu'ancienne colonie portugaise, il est membre de la communauté des pays de langue portugaise. L'Angola est le 7e plus grand pays d'Afrique en termes de superficie, avec une superficie de 1 246 700 km², incluant l'enclave de Cabinda, dont la superficie est de 7 270 km², située au nord de l'embouchure du fleuve Zaïre. L'Angola, dont la capitale est Luanda, est divisée en 18 provinces, elles-mêmes subdivisées à 139 districts. Benguela, Bi, Cabinda, Kwando, Kubango, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Kunene, Wambo, Willa, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Mosiko, Namibie, Uege et Zaïre. Un cas particulier est représenté par la province de Cabinda, qui est une enclave de 7270 km², séparée du reste du territoire angolais par le Congo-Kinshasa et située près de l'océan Atlantique à la frontière du Congo-Brazzaville. Grâce à l'exploitation du pétrole, ce petit territoire compte 115 000 habitants et assure à l'État angolais les 3/4 de ses revenus. La capitale de la province est Thioa.
Le pays occupe un territoire assurant la transition entre l'Afrique francophone au nord et l'Afrique anglophone au sud. Les perspectives économiques de l'Angola sont d'autant plus que l'Angola est l'un des pays africains les plus dépendants du pétrole, qui représente 28,9% du produit intérieur brut, en sigle PIB, et 95% des exportations. Le pétrole affecte aussi indirectement la croissance dans d'autres secteurs. La croissance du produit intérieur brut, en sigle PIB, est estimée à 0,9% en 2023, ce qui est bien inférieur à 3,5% prévu au début de l'année et à la croissance de 3% en 2022. Le premier semestre 2023 a été masqué par la baisse de la production et des prix du pétrole. L'augmentation des amortissements de la dette extérieure suite à la fin du moratoire sur le service de la dette, sous l'effet principalement de la dévaluation et de la part élevée de la dette libellée en dollars, le ratio dette publique et produit intérieur brut, en sigle PIB, a augmenté pour atteindre 84% à la fin de 2023. Après avoir baissé à 69,2% en 2022. Du côté positif, le ratio du service de la dette sur le revenu total a diminué, passant de 279% en 2022 à 100% en 2023. Ce qui reflète l'efficacité de la stratégie des autorités visant à réduire les coûts de financement. L'inflation a chuté de 21,7% en 2022 à 13,6% en 2023, avec les prix des denrées alimentaires représentant 68,8% de l'indice national des prix à la consommation. La Banque nationale d'Angola a relevé le taux d'intérêt de base à 18% en novembre 2023 et à 19% en mars 2024 et a augmenté le ratio de réserve obligatoire en monnaie nationale. La baisse des importations a compensé la baisse de 28% des exportations en 2023, laissant les réserves internationales pratiquement inchangées à la fin de 2023, soit 14,7 milliards de dollars américains par rapport à la fin de 2022, où c'était à 14,6 milliards de dollars américains, ce qui équivaut à 7,5 mois de couverture des importations. L'Angola a été classé 148e sur 191 pays selon l'indice de développement humain en 2021 et le taux officiel de pauvreté monétaire était de 40,6% en 2019. La plupart des emplois en Angola sont informels, 79,9%, et le taux de chômage est très élevé à 29,6%, tiré par les zones rurales à 38% et les jeunes 52,9%. Si nous parlions des perspectives et des risques en Angola, les perspectives à court terme se sont détériorées. L'inflation devrait monter à 18,1% en 2024, puis baisser à 12,4% en 2025, en grande partie sous l'effet de la dévaluation de la monnaie en 2023. Le taux d'intérêt directeur a été porté à 19% en mars 2024. Le gouvernement gère ce choc en resserrant la politique budgétaire. Le budget 2024 tient compte de la baisse de la production et des prix du pétrole, et en prenant des mesures d'assainissement budgétaire, à savoir notamment en réduisant les subventions aux carburants, ce qui témoigne d'une grande résilience. Après les remboursements de dettes de 18 milliards de dollars en 2023 et de 14 milliards de dollars en 2024, le profil de remboursement de la dette devra diminuer à l'avenir, ce qui permettra de dégager une plus grande marge de manœuvre budgétaire. Le Fonds monétaire international partage cette perspective positive sur le risque de l'Angola, prévoyant une baisse de 14 points de pourcentage du ratio dette et produit intérieur brut en sigle PIB en 2024, de 84% à 70% dans son rapport national de mars 2024. Le gouvernement angolais dispose d'une politique déclarée d'emprunt à long terme auprès des institutions multilatérales pour financer ses dépenses de développement. Il a progressivement remplacé les prêts plus coûteux, adossés aux ressources, et préfère émettre des instruments de dette à plus long terme pour atténuer les pics de remboursement. Dans le cadre du programme de déclaration du pays, le système énergétique a reçu la plus grande part du financement climatique, 69%. Les secteurs transversaux suivent avec 19%, tandis que l'agriculture, la sylviculture, les autres utilisations des terres et la pêche reçoivent ensemble 11%.
Les sources de financement public représentent la majorité du financement climatique en Angola, soit 88%. Parmi ces sources de financement, les institutions de financement du développement détiennent la plus grande part avec 44% et le secteur privé qui représente 17%. L'Angola a pour capitale Luanda, sa population estimée à 30,7 millions d'habitants depuis les estimations de 2018. La langue officielle est le portugais, pas vraiment de groupe majoritaire. En langue majoritaire, on retrouve une quarantaine de langues, dont le Lumbundu à 37,7%, et le Kubundu à 26,7%, le Kikongo à 9,8% et le Ngangela à 6%, le Kyoko boucle la boucle avec 4,5% et d'autres petits pourcentages aux langues minimes. Le système politique fait de l'Angola une république militarisée. L'Angola est dirigée par son Excellence M. João Lourenço, président de la République, chef de l'État angolais. On reste toujours en Angola pour parler de ce qu'on n'aimerait pas voir de temps à autre en Afrique, certains échecs, surtout des échecs dans la diplomatie ou encore politiquement parlant. Nous restons en Angola et à Luanda. Après le sommet avorté de Luanda en Angola, des combats s'intensifient dans le Nord Kivu en RDC et c'est pas de plaisir pour nous les Africains de voir cela. Les guerres doivent stopper, doivent s'arrêter pour que l'Afrique on puisse la construire avec beaucoup d'amour, beaucoup de sympathie entre nous, à savoir entre les frères africains. Reportage Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. L'objectif de la réunion organisée par le président angolais, son Excellence João Lourenço, était de parvenir à un accord afin de restaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La région est confrontée à des conflits depuis plus de 3 décennies. Le président de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, devaient échanger sur la situation en espérant trouver un accord pour assurer la stabilité dans la région. Toutefois, une réunion préliminaire des ministres des Affaires étrangères des deux pays a été annulée en raison de la condition posée par le Rwanda. La République démocratique du Congo devait engager un dialogue avec le M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda. Le sommet a été annulé en raison de ce désaccord. Le chef de l'État rwandais, son Excellence Paul Kagame, estimant que celui-ci n'était plus pertinent après l'échec des négociations ministérielles. Le seul paragraphe de l'accord qui devait être négocié au niveau ministériel et sur lequel les ministres ont négocié jusqu'à très tard hier a fait l'objet des dernières négociations et nous ne sommes pas parvenus à une convergence de points de vue sur tous les aspects. Le ministre angolais des Affaires étrangères, M. Tete Antonio, a exposé les progrès récents des négociations sur la paix en RDC. L'accord a été négocié à 99% et un accord a été trouvé sur les questions clés qui sont au nombre de 3. La première question clé est la question de désintégration des forces. La deuxième question clé est la neutralisation des FDLR. Et la troisième question clé est la question du groupe M23. Selon M. Tete Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères, le chef de l'État angolais, son Excellence João Lourenço, a fait preuve de sagesse en consultant le chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son Excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya et médiateur des pourparlers, afin de discuter des progrès à venir. M. Tete Antonio a ajouté que les échanges entre les présidents João Lourenço, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Uhuru Kenyatta étaient en cours afin de déterminer les mesures à prendre concernant le M23 pour assurer une pacification durable en RDC où les groupes armés sont très actifs. Le président João Lourenço s'est donc entretenu avec le président Uhuru et le président Tshisekedi, qui est le président de la RDC, donc là où les groupes armés sont basés. Et le président Uhuru pour voir quelles mesures nous pouvons prendre sur cette question
questions clés de la compréhension que nous recherchons dans la pacification de la RDC, cette question liée au M23. Depuis novembre 2021, le M23 a pris possession de vastes territoires dans l'est de la RDC, qui est riche en minerais. Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, est encerclée par les rebelles du M23 et des unités de l'armée rwandaise. Si les Français ont pour référence, tout parti politique confondu, le général de Gaulle, quelqu'un commence à faire ses pas en Afrique à la tête du CTRI, à savoir M. Brice Clotaire Oligui Nguema, son Excellence. Ce président qui a décidé de changer en quelques mois le Gabon, et c'est visible par tous, même par les aveugles. Nous allons au Gabon, le pays du président Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais et président du CTRI. Au Gabon, grâce à Teddy Ossé, notre correspondant, des réalisations dans le secteur de l'aviation civile relèvent des engagements du comité de transition gabonais dirigé par le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Entre deux avions, Gérard Richard Gozo, dans une complicité ferme avec notre correspondant au Gabon, à Libreville, M. Teddy Ossé, nous en faisons écho grâce à la maestria sonore de Séverin Tchatchoua, la post-production de Marcel Bassoli et Charlotte Abdoulaye. Une cérémonie de grande envergure qui a rassemblé le président de la transition, chef de l'État gabonais, le vice-président de la République du Gabon, le Premier ministre, chef du gouvernement et vice-premier ministre, les membres du CTRI et tout le personnel de la présidence de la République du Gabon. Le capitaine de vaisseau Dieudonné Munduma Ndinga, ministre des Transports et de la Marine marchande et de la mer, a eu l'opportunité de mettre en évidence les avancées dans le domaine de l'aviation civile au Gabon depuis le 30 août 2023. La réaffectation de la subvention de la SECNA destinée aux États membres pour le renforcement de leurs capacités, jadis mise à disposition du cabinet du ministre et à l'ANAC, est actuellement réorientée pour la formation de nos jeunes compatriotes à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile, en abrégé et en MAC à SECNA, pour ne citer que celle-ci. Ces progrès prometteurs sont le fruit d'un engagement inébranlable des autorités de la transition gabonaise à faire de l'aviation un élément clé de l'économie nationale. Nous nous inscrivons parfaitement dans la matérialisation de votre vision, celle d'accélérer à tous les niveaux l'amélioration continue de notre système d'aviation civile et de voir comment le Gabon participera davantage à la sécurisation globale du transport aérien international. Afin de faire face de manière durable aux défis liés au développement de l'aviation civile au Gabon, le gouvernement de transition s'est engagé à soutenir les politiques sectorielles. Un premier pas a été réalisé avec la création du Fly Air Gabon Worlding, une entreprise d'État dont l'objectif principal est de prendre des parts dans toutes les entreprises gabonaises ou étrangères dont l'activité est liée au domaine du transport. Le gouvernement de transition a aussi exprimé son désir de faire du Gabon un acteur majeur du secteur de l'aviation en Afrique en envoyant un premier groupe de 116 étudiants à Ethiopian Airlines Aviation Academy. Ce projet représente un tournant majeur pour le Gabon qui vise à développer une expertise nationale dans les domaines de l'aviation. Nous quittons le Gabon pour le pays du président Alassane Ouattara. Je vous l'ai dit tantôt qu'on parlera beaucoup de Côte d'Ivoire, beaucoup du Cameroun. Alassane Ouattara dirige la Côte d'Ivoire comme il se doit. À savoir que de manière bimensuelle se tient un conseil de ministres. Et là, les ministres ont le devoir d'assurer leur feuille de route et de rendre compte. Et ça se fait en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, et du vice-président de la République, sous la coordination générale du président de la République, Alassane Ouattara. Et pour le dernier conseil de ministres de l'année 2024, qui s'est tenu jeudi dernier, l'équipe de CNN a campé ses caméras sous la direction d'Ousmane Coulibaly pour nous ramener des informations de ce dernier conseil de ministres avant 2025. Un conseil des ministres s'est tenu le 19 décembre 2024 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, comme instauré par le président Alassane Ouattara. Rien de plus normal qu'avec cette méthode et cette fréquence bimensuelle des conseils de ministres, la Côte d'Ivoire se porte bien et brille de mille feux avec une attractivité économique qui donne envie à l'international, sans oublier notre activité aussi touristique.
en présence de toute l'équipe Côte d'Ivoire de CNN au Palais Présidence de la République, dirigé par Ousmane Coulibaly et Eddy Lévite-Vaugnan, l'équipe vous rapporte ce qu'a été ce tout dernier Conseil de ministres l'année 2024. Rendez-vous pris pour la première semaine du mois de janvier. En Côte d'Ivoire, ça travaille. Reportage Ousmane Coulibaly. Le jeudi 19 décembre 2024, au Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, dès 11h, sonne l'arrivée des ministres comme à l'accoutumée pour ce dernier conseil des ministres de l'année 2024, avec la présence de tous les membres du gouvernement. Le Premier ministre, le vice-président de la République et le président de la République, chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Un conseil de ministres qui aura tenu toutes ses promesses en 2h15 de travail, de revue générale de tous les aspects de la nation, et ceci dans une sérénité digne d'une équipe gouvernementale soudée autour du chef de l'État et qui travaille. C'est alors qu'après 2h15 de travail gouvernemental en huis clos, place au point de presse dirigé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui place le décor devant la presse nationale et internationale invitée à cet effet. CNN, la télévision autrement, était là. 14 points dont 9 décrets de mesures générales individuelles, 5 communications et divers, au titre du ministère de la Justice. Le Conseil a adopté un décret portant prorogation du délai d'application des dispositions de la loi du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le Conseil a adopté un décret portant reconnaissance d'utilité publique de l'association dénommée Bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire, en abrégé BSTPCI. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 16 milliards de francs CFA conclu le 4 octobre 2024 entre la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement partiel du projet de construction d'un réseau structurant de distribution publique d'eau potable dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Le deuxième décret adopté est relatif à la ratification de la convention de crédit d'un montant total de 80 millions d'euros, soit 52 476 560 000 francs CFA, conclu le 11 octobre 2024 entre l'Agence française de développement, l'AFD donc, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du projet d'appui à l'opérationnalisation du guichet unique de développement des entreprises, le GUD-PME. Le troisième et dernier décret, donc au titre de ce ministère, porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 285 900 000 euros, soit 187 538 106 300 francs, répartis en un crédit de tranche A d'un montant de 225 100 000 euros et un crédit de tranche B d'un montant de 60 800 000 euros, conclu le 6 décembre 2024 entre l'Association internationale de développement AID et la République de Côte d'Ivoire relatif au troisième financement de politique de développement portant sur l'investissement pour la croissance. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur la tarification des prestations des agences immobilières et des courtiers en immobilier. Le deuxième décret, quant à lui, porte sur la déclaration d'utilité publique du site de 15 hectares pour la construction d'une casse moderne à Ondautré dans la commune d'Abobo.
Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté un décret autorisant la cession de la participation détenue par l'État dans le capital de Versus Bank et la communication y afférente. Au titre du ministère de la Communication en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence ivoirienne de presse, en abrégé AIP. C'est alors qu'il y a aussi eu des mesures individuelles. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. Le Conseil a adopté une communication relative au compte-rendu des délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination et des projets d'organigramme des départements ministériels. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Mamadou Aïdara en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Gambie avec résidence à Dakar. S'agissant des communications, au titre du ministère de la Justice. Le Conseil a entendu le compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire au 4e cycle de l'examen périodique universel, EPU. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté une communication relative à la programmation financière des besoins de l'administration en bureau. Au titre du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté une communication relative à l'accréditation du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le FIRCA, au Fonds vert pour le climat, FVC. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le Conseil a adopté une communication relative au rapport d'auto-évaluation de fin de mise en œuvre du plan d'action national 2022-2024 et au plan d'action national 2024-2026 de l'Open Government Partnership, OGP. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté une communication relative à l'opération spéciale pour le retrait des enfants en situation de rue. Cette opération vise à éradiquer durablement le phénomène des enfants en situation de rue sur l'ensemble du territoire national. Un point de divers. Le Conseil s'est félicité des conclusions du Conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, qui a eu lieu donc le 11 décembre. Prochain rendez-vous le 6 janvier 2025. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tout en souhaitant des joyeuses fêtes à toute l'équipe gouvernementale de la République de Côte d'Ivoire pour cette année 2024 qui s'est achevée avec ce Conseil des ministres tenu et présidé par le président Alassane Ouattara, nous allons quitter la Côte d'Ivoire pour la Centrafrique. En Centrafrique, le pays dirigé par son Excellence Faustin Archange Touadéra est un pays qui récemment d'ailleurs a été au Cameroun, à Yaoundé, pour ce grand sommet des chefs d'État. On a parlé d'évaluation, mais vous avez tout eu, tous eu. Pas d'évaluation en vue, mais de nombreuses décisions ont été prises par les chefs d'État. En Centrafrique, nous parlons du président de la République, son Excellence Faustin Archange Touadéra, qui a accordé une audience au secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, M. Pierre Lacroix. Reportage en Centrafrique et surtout dans sa capitale Bangui, Séverin Tchatchoua-Osson, Gérard Richard Guizot, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé.
Le 17 décembre 2024, le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, a accordé une audience au secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, M. Pierre Lacroix, en mission officielle en République centrafricaine. Les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la mission ont été au cœur des échanges entre les deux personnalités. La discussion a permis de faire le point sur les efforts communs, sur les progrès en termes de stabilisation, en termes de renforcement de la présence de l'État, en termes de consolidation des relations entre la République centrafricaine et ses voisins, et également en ce qui concerne les préparatifs du cycle électoral pour l'année 2025, élections locales puis élections générales, dont il est clair que d'abord ce cycle sera fondamental pour constituer une nouvelle étape positive dans la direction de la stabilisation, de l'enracinement démocratique en République centrafricaine. La MINUSCA a exprimé sa volonté de continuer et d'intensifier ses actions en faveur de la Centrafrique et du peuple centrafricain. Tout en vous souhaitant comme ça des joyeuses fêtes de Noël, il a été décidé par toute l'équipe de rédaction dans cette émission de proposer ce grand format. Un grand format exceptionnel où on verra ce que les Ivoiriens pensent de leur président de la République. Tout en vous souhaitant joyeux Noël, Noël aux enfants, Noël à tous qui vont festoyer. Et comme dit chez nous les Baolés, on aime bien fêter Noël et fêter la Pâque. Tout en vous remerciant d'avoir suivi cette émission, nous vous proposons notre grand format. Avec toutes ces routes qui se construisent de partout, tous ces ponts, toute cette envie de faire de la Côte d'Ivoire un vrai pays, un grand pays, un pays qui ne donnerait pas froid au dos à un investisseur étranger, du Nord surtout, de venir investir en Afrique. Et ça, le président Ouattara a décidé de changer pratiquement la Côte d'Ivoire. On verra ce que les Ivoiriens pensent. C'est l'heure de notre grand format. Moi, ce que je pense depuis le président Ouattara, quand il a pris le pouvoir, c'est que je pense les travaux qu'il a fait. En tout cas, il travaille bien. Il travaille bien, il a bien arrangé le pays. Il a très bien arrangé le pays. Moi, je souhaite qu'il continue de travailler. Parce que quand il travaille, quand tu vois aujourd'hui à Abidjan, c'est bien, c'est très bien. Mais là, même en intérieur, chez moi, comme ça, il a arrangé là-bas. Donc, moi, ce que je pense pour lui, il a très bien travaillé. Je viens de Guitafla. Les travaux qu'il a fait chez moi, les routes, les travaux que vous faites avaient commencé. Donc il est venu là, il a tout fait. Donc c'est très bien. Parce qu'un président, il doit travailler. Et il est en train de travailler. Et puis c'est un travailleur. On remercie le président Alassane Ouattara. Tout ce qu'il a fait pour nous, on le remercie beaucoup. Que Dieu lui donne longue vie à côté de nous. Longtemps, longue vie. Maintenant, on le remercie que le pont il a construit pour nous, avec les routes, tout ça là, on le remercie beaucoup. Que Dieu n'a qu'à lui donner longue vie à côté de nous. Merci. Le président, depuis que tu es venu ici là, tu as soutenu la Côte d'Ivoire. En tout cas, partout où nous passons, il y a la route, il y a goudron, il y a tout. Même courant dans les campements, vous avez mis l'électricité. Vraiment, nous sommes fiers de toi. En 2025, nous sommes avec toi. On te soutient jusqu'au bout. On est là. Je pense que le président, depuis son arrivée au pouvoir, il a eu à réaliser, il a eu à faire plusieurs progrès au fait. Depuis son arrivée, nous avons remarqué plusieurs changements au niveau du transport, de la route, des écoles et dans plusieurs domaines administratifs encore. Par exemple, les rénovations qui ont été faites au lycée technique. Ça a permis aux élèves d'aller à l'école, non seulement de venir massivement pour la formation technique. Donc nous pensons qu'il a beaucoup apporté depuis qu'il est au pouvoir. On ne peut que le remercier pour cela. Moi, honnêtement, je suis très satisfait. Vu que je suis étranger, avec toutes les opportunités que nous avons ici, là, quand je vois de l'intérieur, je vois des routes, je vois des infrastructures, vraiment ça nous fait plaisir et les choses se passent très bien. La circulation est bonne. Dernièrement, j'étais à Korogo.
L'autre jour, j'étais à Daloa. J'ai vu comment tout se passe. Effectivement, vraiment, c'est un président. En Afrique de l'Ouest, il n'y a pas deux. Il lui souhaite d'abord bonne santé, et lui et son gouvernement, et que les choses aillent de mieux en mieux, qu'il aboutisse toujours à ses projets, que les choses avancent et qu'il soit leader en Afrique. Pour moi, c'est mon souhait. Je veux parler du président Alassane Ouattara. Ce qu'il fait pour nous actuellement, c'est bien. Il fait ses travaux, les ponts, les routes, les échangeurs. Tu vois, vous voyez, en tout cas, c'est bien tout ce qu'il fait. Moi, j'aime son travail. En tant qu'une fille bien sage. Et en tout cas, je vous conseille d'aller voter cette année encore. Je vous conseille cette année-là, les parents, s'il vous plaît, votez les parents. Moi, je le considère comme mon président. Il est bien, il fait bien son travail. Bon, il faut reconnaître en toute sincérité que le président, il a bien travaillé. Surtout au niveau des infrastructures. Surtout au niveau des infrastructures. Voilà, c'est ce que je peux dire. Cette année 2025, mes vœux les meilleurs, d'abord pour le président, une bonne santé pour le président, pour le gouvernement et pour tous les Ivoiriens et ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a été un exemple et il est et il restera toujours un exemple pour lui. Et c'est vrai, elle a parlé du niveau infrastructure. Et moi, je voudrais dire que, hormis le niveau infrastructure, il a aussi abattu un excellent travail. Parce que dans nos cœurs, c'est lui. Il est une source d'espérance et d'espoir. C'est un modèle que nous voudrions suivre. Nous voudrions apprendre à être comme lui. Parce que son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, nous le voyons comme le modèle parfait, sans faille. C'est un homme de vertu, de valeur, et il a su le prouver. Parce qu'il a rendu nos vies meilleures. Donc moi je voudrais dire qu'il continue sur cette voie-là et que Dieu lui donne une longue vie afin qu'il puisse abattre encore plus de travail qu'il ne fait actuellement. Donc nous on l'aime beaucoup, c'est un modèle pour nous, on songe à devenir comme lui d'ailleurs. En effet, le président a accompli un bon travail en construisant des routes, en construisant des ponts, des hôpitaux, des écoles, etc. En tout cas, nous le félicitons pour son travail et nous nous disons merci pour ce qu'il a fait dans ce pays. Mes vœux sont qu'il crée plus d'emplois parce qu'actuellement, il y a beaucoup de grands quartiers qui traînent encore, qui n'ont pas de travail, qui gèrent des cabines, etc. Donc on veut qu'il crée des travaux pour eux. Tout en remerciant toute l'équipe de CNN Cameroun pour cet accueil chaleureux, pour cet accueil qui nous a permis pendant quelques jours de vous présenter 2 éditions de l'émission Conseiller Carl-Louis News. Nous vous recommandons de rester focalisé sur ce programme et sur votre petit écran, grâce aussi à notre partenaire. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission et je souhaite joyeux Noël à toute l'équipe de CNN Cameroun, à savoir Armand Cole et tous les autres, Stéphanie Gouaïbikek, Charlotte Abdoulaye, Jean-Richard Gozo, toute l'équipe de CNN Côte d'Ivoire, à savoir Jean-Louis Camé, l'équipe surtout du programme Conseiller Carl-Louis News, Jean-Richard Gozo, Ousmane Koulibaly, Lévit Vonon, Marcel Bassolé, et vous demandez de rester focus sur www.CWebInfo si vous avez de l'information. Si vous voulez l'information en continu, www.cwebinfo.net vous offre l'information 24h/24. Et cette émission, comme d'autres émissions de divertissement, des films et tout le reste, vous l'avez sur cnntv.ci. Je suis Constier K, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.